Je travaille pour le Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter les récifs coralliens parce que je fais une partie de mes études dans ce domaine-là et je pense que c'est un milieu naturel à présenter en Guadeloupe parce qu'il y en a beaucoup. Alors tout d'abord, on me posait la question de mon métier tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait des études en biologie marine et en écologie marine. Et donc, les sciences, en fait, qui étudient les récifs coralliens, ce sont ces 2 sciences. La biologie. La biologie, en fait, c'est, l'ensemble qui réunit toutes les sciences qui étudient les espèces vivantes et les lois de la vie et plus précisément l'écologie et l'écologie, c'est la science qui s'intéresse aux relations des êtres vivants. Donc, les êtres vivants, ce sont les animaux, les végétaux, les micro-organismes, les champignons et cetera, avec leur environnement et les autres, êtres vivants. Alors, les récifs coralliens, qu'est-ce que c'est? Donc les récifs coralliens, on parle parfois de barrières récifales coralliennes. Ce sont des constructions naturelles qui ont été réalisées par des organismes vivants dans la mer et ces organismes vivants, on les appelle les coraux. Sur, la gauche de mon diaporama, on peut apercevoir un exemple, de barrière récifale corallienne. Alors, on n'est pas en Guadeloupe ici, on est en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde, parce que c'est un territoire français et c'est le deuxième plus grand lagon en fait, récifal, de par le monde et ça illustre assez bien la transition entre le lagon qui est bleu ciel, bleu clair à gauche et la haute mer qui est à droite et donc la délimitation de la barrière récifale au milieu. Alors, les récifs coralliens, où est-ce qu'on les retrouve? Alors dans le monde, en général, on les trouve, pas très loin de l'équateur. L'équateur, donc c'est ce qui coupe la terre, en son milieu, la ligne équatoriale ici. Et on les trouve dans la zone intertropicale, donc entre, les 2 tropiques, tropique du Capricorne et le tropique, du Cancer. En fait, les récifs coralliens sont, composés par les coraux et les coraux, ils ne peuvent se développer que si la température moyenne de l'eau de mer, elle est supérieure à 20 degrés toute l'année et donc seule la zone intertropicale permet le développement de ces coraux. Sur la carte que vous voyez, les zones en rouge sont, les zones où l'on retrouve les coraux, sur la Terre. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la Guadeloupe. Et nous sommes situés, comme vous le savez, ici, dans la zone, d'Amérique centrale. Alors ici, vous avez une zone, de la Guadeloupe. Donc cette carte a été réalisée par, des chercheurs et elle présente en fait, les différents, récifs coralliens que l'on peut retrouver tout autour de la Guadeloupe. Grosso modo, on peut considérer qu'en fait, il y a des coraux tout autour de la Guadeloupe, sur toutes les côtes de la Guadeloupe, que ce soit sur la Grande Terre, la Basse Terre ou même, la Désirade, les îles de la Petite Terre, Marie-Galante et les Saintes. Il y a plusieurs, types de récifs coralliens, mais l'ensemble forme, 93 km² de récifs coralliens en Guadeloupe, ce qui n'est pas rien pour une petite île. Le récif, le corallien qui est le plus grand, c'est celui que l'on trouve au nord de la Guadeloupe, ce que l'on appelle la baie du Grand Cul-de-Sac marin et ce récif barrière fait 30 kilomètres de long. C'est le plus grand récif, corallien de toutes les petites Antilles. Sur la côte, est, sur les côtes est, en fait, des îles de la Guadeloupe, on va retrouver des formations coralliennes qu'on va appeler récifs frangeants. En fait, ici, on a des constructions, coralliennes qui ne forment pas des barrières, contrairement au nord, dans le Grand Cul-de-Sac, mais qui sont, accolées à la côte. On peut les retrouver ici, au Moule et ainsi de suite. Et de l'autre côté, sur les côtes que l'on appelle sous le vent, au niveau de Bouillante, notamment, aux îlets de Pigeon, on va retrouver des fonds coralliens non bioconstruits. En fait, on n'a pas de barrière récifale ni de récif frangeant. On va avoir, des coraux qui vont s'implanter sur les roches, qui sont déjà présentes dans le fond, des roches, volcaniques du massif, du volcan de la Soufrière. Alors, qu'est-ce que sont, les coraux? Alors les coraux, ce sont, des animaux. Ici, vous retrouvez un schéma simplifié de ce que l'on appelle, l'arbre du vivant. Donc sur la gauche, en violet et en bleu, vous retrouvez les bactéries, le groupe des bactéries. Après, on a le groupe des de petits organismes qu'on appelle les protozoaires, puis les végétaux, les champignons et enfin, tout à droite, vous retrouvez tous les animaux. Donc les coraux, en fait, ce sont des animaux. Nous,
êtres humains, nous sommes considérés comme des animaux également. On nous retrouve ici, nous sommes des mammifères, dans le groupe des mammifères. Et les coraux, en fait, ils appartiennent au groupe des cnidaires, juste ici, au nord, enfin, en haut du schéma. Donc, les coraux appartiennent au groupe des cnidaires. Pourquoi cnidaires? En fait, cnidaires, ça veut dire ceux qui piquent. Et en effet, les coraux, si on s'y frotte, on se pique. Et ils font partie des cnidaires comme les méduses, que l'on retrouve en pleine eau, les anémones ou les gorgones. Je vous montrerai des illustrations de gorgones et d'anémones un peu plus loin dans le diaporama. Donc, en corail, il existe plusieurs dizaines de coraux en Guadeloupe, une soixantaine. La première photo que je vous montre, c'est un corail que l'on appelle corne d'élan ou Acropora palmata. Ensuite, dans les familles des cnidaires, on retrouve les méduses qui nagent en pleine eau, les anémones et enfin les gorgones. Ici, vous avez deux exemples de gorgones, gorgone éventail. Alors, les coraux en fait sont composés de tout petits individus, c'est-à-dire que quand on parle de corail, en fait, on a une colonie corallienne. Et chaque colonie corallienne est composée de plusieurs centaines à milliers d'individus. Et tous ces petits individus s'appellent des polypes. Sur le schéma que vous voyez à gauche, les polypes, en fait, ça ressemble un petit peu à une petite anémone, comme l'anémone précédente que je vous ai montrée. C'est-à-dire que c'est un petit animal avec des tentacules, ici, 8 tentacules. Et en fait, il vit dans des loges calcaires qu'il va fabriquer et qui vont constituer tout le squelette calcaire du corail. Et donc, quand on voit une colonie corallienne comme celle-ci, il faut imaginer que ce sont plein de petits polypes accolés les uns les autres par le squelette calcaire qu'ils ont fabriqué et qui vont construire toute cette grande structure que l'on appelle le corail. Alors, pourquoi les cnidaires ils piquent? Ils piquent parce qu'en fait, ils sont composés de toutes petites cellules qui forment un harpon. Et en fait, quand on va toucher un corail, ces petites cellules qui sont fermées dans un petit sac vont avoir une sorte de petit ressort qui va se déclencher, qui va lancer le harpon et qui va pénétrer en fait dans notre peau avec les petites épines. Et le filament qui est là, en fait, va être urticant et va nous gratter. Et en fait, les coraux, ce sont des animaux, et du coup, avec ces petites cellules-là, normalement, ils peuvent se défendre, mais ça sert aussi pour qu'ils puissent se nourrir. Alors, en plus d'avoir ces petites cellules, le corail est assez incroyable, c'est-à-dire qu'il vit en fait en colocation, si on veut, avec d'autres animaux qui sont des petites algues que l'on appelle zooxanthelles. Et cette vie en colocation, si l'on veut, le fait qu'ils vivent ensemble sous le même toit, ça s'appelle la symbiose. Donc les petits polypes qui composent les colonies coralliennes vont en fait respirer et donc vont relâcher du dioxyde de carbone, du gaz carbonique, des nutriments et vont fournir un abri pour les zooxanthelles qui vivent dans les tissus du corail. Et à l'inverse, ces petites algues qui sont en symbiose avec le corail vont lui donner de l'alimentation, de l'oxygène pour qu'il puisse respirer et vont l'aider à sécréter tout le squelette qui va former toute la colonie corallienne. Alors les coraux sont des animaux qui ont deux modes de reproduction. Si on prend un corail, il est capable de fabriquer des œufs, comme les poissons par exemple, et des spermatozoïdes. Et à une certaine période de l'année, il va relâcher dans l'eau de mer les œufs et les spermatozoïdes. Et suite à ça, en fait, ça va former des tout petites larves qui vont se déplacer dans l'eau de mer et qui, un peu plus tard, après quelques jours, vont aller se fixer sur les récifs coralliens pour donner un nouvel individu, un nouveau petit polype, qui va se développer pour reformer la grande colonie que l'on a vue au départ. Alors ça, c'est le mode de reproduction que l'on appelle sexué, parce que ça fait euh, apparaître des cellules, enfin des gamètes, des œufs et des spermatozoïdes. L'autre mode de reproduction, c'est un mode de reproduction qu'on dit asexué. On parle aussi de fragmentation ou de clonage, c'est-à-dire que la colonie corallienne, par exemple, elle peut se casser à un endroit
Et le bout qui est cassé va tomber au fond de l'eau et va réussir à se fixer sur le substrat au fond de l'eau pour redonner une nouvelle colonie corallienne à côté, qui va se mettre à grandir, à se diviser et à grandir. Alors, le rôle des récifs coralliens. Les récifs coralliens, ce sont, comme d'autres milieux naturels, comme les forêts tropicales, ils représentent des milieux naturels qui sont très très riches et très diversifiés. On retrouve beaucoup d'animaux qui vivent dans les récifs coralliens. On parle de milieux naturels ou d'écosystèmes. Alors un écosystème, en fait, c'est un milieu naturel qui est formé par l'environnement et toutes les espèces qui vivent dans cet environnement, mais qui vont aussi s'y nourrir et se reproduire. Alors, les récifs coralliens, ils sont essentiels à la biodiversité de tous les océans parce qu'ils vont permettre d'être des zones de reproduction, d'alimentation et de refuge pour de nombreuses espèces. Si l'on prend la surface de la Terre, les récifs coralliens, ils représentent moins d'1% de la surface de la Terre, 0,14%. Autant dire pas grand-chose. Par contre, si l'on regarde le nombre estimé d'espèces qu'il y a sur la Terre, les récifs coralliens représentent 6% des espèces qui sont sur la Terre, et ce qui est relativement important. Je vois que ça doit qu'il y a quelque chose qui apparaît, je ne sais pas ce que c'est. Les récifs coralliens sont composés de plusieurs espèces de coraux, comme je vous l'ai dit avant, et je vais vous en présenter quelques espèces que l'on retrouve en Guadeloupe. Donc, si vous mettez votre masque et que vous allez plonger en Guadeloupe, vous pourrez avoir la chance d'apercevoir ces espèces de coraux-là. Ici, ce sont les coraux branchus. Ce sont des coraux qui ont la capacité en fait de se développer et de former des structures très grandes avec des branches, un peu comme un arbre, et donc de fournir plein de cachettes pour tous les animaux qui vivent sur les récifs coralliens. Ici, vous avez le corail corne d'élan, ici le corail corne de cerf. Ce sont deux espèces qui sont menacées et très rares, même en Guadeloupe. Et ici, on a des espèces un peu plus communes qui sont, ils ont leur nom latin, mais je ne vais pas vous les présenter là. Ici, nous avons d'autres coraux que l'on appelle plus communément coraux cerveaux, parce qu'en fait, ils ont une forme de sphère, de boule, avec plein de petites lignes qui laissent penser à un cerveau, en fait. Il y a plusieurs espèces de coraux cerveaux en Guadeloupe. Ici, on a d'autres coraux que l'on appelle massifs. Alors, ils forment aussi un petit peu des boules ici. Et ça, ce sont des coraux, en fait, qui vont être très, très durs et qui vont se répandre à la surface du substrat sur les récifs coralliens. Et puis, il existe encore d'autres coraux ici on appelle le corail cierge, parce qu'en fait, il forme comme un cierge que l'on retrouve à l'église et qui va grandir sous la forme de petites cheminées, de colonnes comme ça. Et ici, ce sont les coraux fleurs, parce que il faut avoir l'imagination, mais ils font penser à des bouquets de fleurs. Alors, la biodiversité des récifs coralliens est très importante, et si vous mettez la tête sous l'eau avec un masque, vous pourrez voir d'autres organismes vivants qui laissent penser que ce sont des coraux, alors que ça n'en sont pas. Par exemple, ici, je vous ai mis 3 exemples en fait d'éponges. Les éponges sont des organismes vivants que l'on retrouve aussi sur les récifs coralliens, mais qui ne sont pas des coraux. Ici, on a l'éponge la plus typique, qui est l'éponge baril de Rome, qui est très grande, on pourrait presque rentrer dedans. Elle fait penser à un tonneau, c'est pour ça qu'on l'appelle éponge baril de Rome. Ici, on a une éponge tuyau d'orgue, on la retrouve beaucoup, beaucoup en Guadeloupe. Elle est formée de plein de petits cylindres comme ça qui laissent penser à un orgue que l'on retrouve dans une église, espèce de piano avec les grands tuyaux auxquels qu'on peut retrouver dans les églises. Et ici, vous avez une autre éponge qui est toute bleue. Voilà. Il y a aussi les gorgones, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Plusieurs espèces de gorgones existent en Guadeloupe. Donc ici, on a la gorgone éventail qui est toute plate. Mais on retrouve d'autres gorgones qui ressemblent vraiment aux coraux branchus et qui ont plein de petites divisions comme des branches, on dirait des petites plantes sous l'eau. On retrouve encore d'autres organismes vivants. Je vous ai montré tout à l'heure les anémones, parce qu'elles font partie de la famille des coraux. Donc elles n'ont pas de squelette calcaire, mais elles ont plein, plein, plein de tentacules et elles piquent aussi. On les retrouve sur les fonds et il y en a plein d'espèces également.
comme les 3 que je vous présente ici. Ici, vous pouvez voir par exemple une petite crevette sur la 3e photo. Évidemment, dans les récifs coralliens, on trouve plein d'autres animaux. Alors, vous connaissez certainement les tortues. Ici, c'est une tortue imbriquée qui va se nourrir, elle, des éponges et des méduses, par exemple. Et puis, les langoustes, qu'on aime bien manger. Et puis, toute une multitude, des centaines et des centaines d'espèces de poissons qu'on peut retrouver sur les marchés ou qu'on peut aller chasser au fusil à harpon. Alors, pourquoi les récifs coralliens sont indispensables à l'homme? Ils servent à plein de choses. Ils peuvent servir à se nourrir. Par exemple, on peut manger des poissons, on peut manger des langoustes. Ils servent à travailler. Les personnes qui nous vendent des poissons. L'image est figée. Pardon? J'ai entendu une interruption, mais je n'ai pas entendu la question. Je continue. Donc, les récifs coralliens permettent de se nourrir, permettent de travailler pour les pêcheurs qui nous vendent les poissons. Ils permettent de se divertir. On peut aller faire de la plongée ou du scooter des mers, comme sur cette photo. Ils permettent de se protéger, parce qu'en effet, les récifs coralliens, quand ils sont au large des côtes, ils forment de grandes barrières, et les vagues, en fait, quand elles arrivent sur le récif corallien, l'énergie qui devrait arriver sur la côte sans les récifs coralliens elle est arrêtée, et les vagues sont diminuées grâce aux barrières récifales. Et aussi, cela permet de se soigner. Aujourd'hui, on est capable, en fait, de construire des prothèses. On est capable de faire des prothèses pour se soigner et réparer, par exemple, les membres qui sont cassés, comme vous pouvez le voir sur cette photo de la main qui a été cassée, qui a été remplacée par un os qui a été remplacé par une prothèse faite en corail, en squelette de corail. Alors, tous ces services, en fait, que fournissent les récifs coralliens, on parle de services écosystémiques, parce que, comme je vous ai dit, les récifs coralliens, ce sont des milieux naturels, que l'on peut appeler aussi écosystèmes, et puis ils nous dépannent bien parce qu'ils nous permettent de se nourrir, de travailler, de se divertir, et donc on parle de services écosystémiques. Et en fait, qu'est-ce qu'un service écosystémique? C'est ce qui est défini par les biens, c'est-à-dire par exemple la nourriture, ou les services, la protection des côtes, que les hommes peuvent tirer de ces milieux naturels, directement ou indirectement, pour notre bien-être. Néanmoins, aujourd'hui, on se rend compte que 35% des récifs coralliens dans le monde sont menacés de disparaître. Depuis les années 70-80, en Guadeloupe, on considère qu'il y a à peu près 80% des récifs coralliens qui ont disparu déjà. Et dans le monde entier, 20% ont déjà disparu. Alors, il y a des menaces que l'on dit naturelles, telles que les maladies. Ici, vous avez un exemple de maladie. Donc, il y a la maladie de la bande blanche, il y a la maladie des pois blancs, qui tombent malades un peu comme nous, avec des attaques bactériennes, par exemple. Il y a aussi d'autres menaces naturelles, les cyclones, qui détruisent en grande partie les récifs coralliens. Puis, il y a les menaces qui sont dues à nous, aux hommes. Il y a le changement climatique, qui augmente la température de l'eau de mer. Et ça, c'est pas très bon pour les coraux. Ils n'aiment pas quand la température devient trop chaude dans l'eau. Ça induit ce qu'on appelle le blanchissement corallien. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a aussi l'acidification de l'eau de mer. L'eau de mer devient plus acide. Et ça, le squelette calcaire des coraux n'aime pas du tout ça. Et les cyclones sont aussi plus fréquents. Et donc, Monsieur Japot, oui. juste une petite interruption. Le collège a eu une déconnexion. Ah, ok. Alors, je ne sais pas où Est-ce ils que ont vous nous entendez, le collège de Versailles? Oui, là, je vous entends. Oui, là, ça y est, on a eu un peu de connexion. Donc, je suis obligée de me connecter à mon téléphone pour finir parce qu'on a plus d'internet. Ah mince, ok. Vous étiez arrêté là. Par contre, ça va pas être facile de diffuser le PowerPoint. Ils ne se sont pas déconnectés très longtemps. Hein. Je crois que c'était au début des impacts de l'homme, non? C'est pas ça? De l'homme, c'était arrêté au niveau des différents types de coraux et puis toute la biodiversité qu'il y avait. On avait la tortue. Ah ouais. Ah ben, vous avez vu la tortue. Ok. Vous en étiez à la tortue, la langouste et les poissons.
Je vais reprendre la présentation d'ici alors. Hmm. Alors, je vais reprendre ma présentation. J'espère que vous m'entendez bien toujours. Celle-là, nous avions vu, de temps Ok. à la fin. Et c'est après que, voilà, ça. Ok, ben, je reprends là alors. Donc, je disais que les récifs coralliens, ils sont indispensables pour beaucoup d'animaux, comme on a vu avant, qui vivent, se reproduisent et qui s'abritent dedans. Mais ils sont aussi indispensables pour nous les hommes, parce qu'ils peuvent nous permettre de nous nourrir, pour les pêcheurs aussi de travailler. C'est valable aussi pour les gens qui vivent du tourisme, par exemple. Ils permettent également de nous divertir. En effet, on peut plonger en palmas tuba, en bouteille, faire du scooter de mer, par exemple, ou autre. Ils permettent également de se protéger. En effet, quand on a des grosses vagues qui arrivent sur les côtes, si on a des récifs coralliens, ben, en fait, les récifs coralliens vont servir de barrière et vont atténuer les vagues, qui font que quand les vagues vont arriver à la côte, elles ne vont pas trop abîmer le littoral, les côtes. Et enfin, les récifs coralliens et les coraux en particulier peuvent servir pour trouver des médicaments ou également fabriquer des prothèses lorsque l'on se casse un os, par exemple. On est capable aujourd'hui de fabriquer des prothèses à partir du squelette corallien pour réparer des fractures importantes. Alors, je vais passer brièvement là-dessus, mais toutes ces choses, le fait que l'on puisse se nourrir, qu'on soit protégé par les barrières récifales ou qu'on puisse aller plonger, ce sont des services que nous rendent ces milieux naturels et on appelle ça des services écosystémiques. Et en fait, ça nous permet, pour nous, directement ou indirectement, d'assurer notre bien-être. Malheureusement, aujourd'hui, on estime qu'il y a 35% des récifs coralliens qui sont menacés de disparaître dans le monde et que 19% auraient probablement déjà disparu. En Guadeloupe, on considère qu'il y a certains endroits où 80% des récifs coralliens de la Guadeloupe ont disparu. Alors, les menaces peuvent être naturelles. Les coraux sont comme nous, ils peuvent être malades. Ici, vous avez un exemple de maladie, soit la maladie de la bande blanche. Ouais. Hop, elle vient de se décrocher encore. Aïe. À l'instant, là. D'accord, j'espère que vous appréciez la présentation, vous. Ah oui, oui, oui. Ah, moi, j'écoute attentivement. C'est bien, parce qu'il y a des questions à la fin, et si vous voulez avoir des cadeaux. Je vais mettre pause sur l'enregistrement. Ouais. Ah voilà, ils se sont reconnectés, donc c'est bon. Oui, je vois, ouais. C'est vrai que j'avais réduit la fenêtre Ouais, ouais, c'est ce qui pour- permet de voir, effectivement. et du coup, bah, je vais essayer de la garder sur le côté. Oui, Oui, très bien. on s'est arrêté à temps. Alors, je vais. Ah, eh ben non, c'était de continuer. Voilà, c'est bloqué encore. Vous en étiez où? Est-ce que vous avez vu les maladies ou c'était un petit peu avant? Là, peut-être? Ces maladies, on était dans le dernier mot qu'on a entendu, c'est service écosystémique. Ah, bah, d'accord. Un mot pas si facile en plus. Donc, je disais en fait que les récifs coralliens permettent aussi pour les hommes de d'assurer en fait directement ou indirectement notre bien-être, donc de se nourrir et de se divertir comme je le présentais tout à l'heure. Et malheureusement aujourd'hui, les récifs coralliens sont menacés. On estime que dans le monde, 35% des récifs coralliens, donc un tiers des récifs coralliens du monde, sont menacés de disparaître bientôt. Et 20% auraient déjà disparu. Autant dire que plus de la moitié des récifs coralliens ont disparu ou disparaîtront très bientôt. Et il y a plusieurs choses qui amènent à la disparition des récifs coralliens. Il y a des menaces que l'on dit naturelles, comme les maladies. Ici, vous avez un exemple de maladie. On a la maladie de la bande blanche. C'est un peu comme nous. On a des fois, ils sont attaqués par des bactéries qui induisent des maladies. Ou la maladie des points blancs. Il existe plein d'autres maladies. Il y a aussi, comme menace naturelle, les cyclones. On en est victime, nous aussi. Et les cyclones détruisent certains coraux, notamment les coraux qui sont branchés.
Puis il y a d'autres menaces qui sont dues à nous, les hommes. Par exemple, le changement climatique. Parce que le changement climatique, ça induit une augmentation de la température de l'eau de mer et donc le blanchissement des récifs coralliens qui peut amener à la mort des coraux, ou l'acidification de l'eau de mer, ou encore l'augmentation des cyclones sur une année. Et puis, il y a d'autres menaces telles que la déforestation, les pollutions, ou encore la surpêche, si on pêche trop et qu'on prélève trop de poissons, ou encore les constructions sur le littoral. Et toutes ces autres menaces peuvent induire soit qu'il y ait des sédiments qui se déposent sur les coraux et donc qui les recouvrent, et après, eux, ils ne peuvent plus respirer et ils meurent, soit un développement des algues qui, pareil, vont finir par étouffer les coraux. Alors, moi, je travaille au Grand Port Maritime de la Guadeloupe sur un projet qui s'appelle Life Adapt Island. Et notre but, c'est de restaurer et protéger donc les récifs coralliens, mais pas que. On va essayer aussi de protéger et restaurer d'autres milieux comme les herbiers marins, que vous connaissez peut-être, ça fait des prairies sous-marines, ou les forêts littorales comme les mangroves, parce qu'ils nous rendent des services et que c'est intéressant, selon nous, de les protéger. Et donc, l'une de nos missions, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est de rencontrer la population, et les élèves aussi, pour sensibiliser à la protection de ces écosystèmes, de ces milieux naturels. Alors, on replante et on replantera encore des palétuviers pour faire de la mangrove. On cultive aussi des coraux que l'on va replanter pour remettre sur les récifs coralliens quand c'est possible. Et enfin, on préserve aussi les prairies dont je vous parlais tout à l'heure, les herbiers marins. Alors maintenant, je sais qu'on a eu quelques difficultés dans cette présentation. J'espère vous entendre un petit peu. J'ai préparé 5 petites questions et j'espère que vous allez pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'un corail? C'est un animal? Je vous écoute? Un animal. Un animal. Tout le monde est d'accord? Oui. Ok, bon, c'est une bonne réponse. Vous avez une bonne réponse. Il y a 5 questions. Alors là, un petit peu plus compliqué. On a vu l'arbre du vivant tout à l'heure et je vous ai sorti pas mal de petites familles. Est-ce que vous savez de quel groupe d'êtres vivants ils font partie? Il y a les cténaires, les cnidaires, les mammifères et les mollusques. Les cnidaires. Ouais, j'ai entendu la bonne réponse. Il n'a pas entendu la bonne réponse. J'ai entendu. Ouais, ce sont les cnidaires, ce sont les organismes typiques. Et on a vu qu'il y avait aussi les méduses, les anémones, les gorgones qui faisaient partie de la même famille. C'est bien, vous avez bien suivi, la question n'était pas facile. Alors, troisième question sur 5. Je vous ai parlé d'une colocation, on parle aussi de symbiose. Les coraux, ils vivent en symbiose avec d'autres animaux. Est-ce que ce sont les gorgones, les tentacules, les cnidocytes ou les zooxanthelles? Alors, les zooxanthelles, les zooxanthelles. Les zooxanthelles, oui. Ah, c'est ça. C'est ça. Et bon, il reste 2 questions, et puis après, vous pourrez me poser, vous, des questions pour voir si je sais y répondre ou pas. On verra. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du grand cul-de-sac marin, de la baie du grand cul-de-sac marin. Il y a une barrière récifale, c'est la plus grande des petites Antilles. Est-ce qu'elle fait 300 mètres? Est-ce qu'elle fait 3 km? Est-ce qu'elle fait 30 km? Ou est-ce qu'elle fait 300 km? Alors, vas-y. Combien? 3 kilomètres. Ah, mais je vois que vous écoutez super attentivement, c'est super chouette. C'est bien ça, c'est 30 km. Bonne réponse. Alors, dernière question. Comment ça s'appelle les petits individus qui forment les colonies coralliennes? Que je vous ai montré une petite image ici avec les tentacules. Ce sont les calices, les polypes, les cnidocytes ou les zooplanctons? Vas-y, reprends. Les polypes. Oui, tout à fait. La question était trop facile. Ou alors vous êtes trop fort, je ne sais pas. L'un ou l'autre. Ben, je vous remercie. Est-ce que vous, maintenant, vous avez des questions à me poser par rapport à la présentation, quelque chose qui n'a pas été clair, que je peux réexpliquer si vous voulez? Vous me dites.
question. Est-ce qu'il y a des animaux marins qui sont néfastes pour les coraux? Alors, est-ce qu'il y a des animaux marins, mais j'ai pas entendu la fin de la question. Néfastes pour les coraux. Ils peuvent les détruire, quoi. S'il y a des animaux marins qui peuvent détruire les coraux. Ah, des animaux marins qui peuvent détruire les coraux? C'est une bonne question. Oui, il y a certains poissons, le chat, le poisson perroquet, qui par exemple va brouter les coraux. Il va vouloir manger les polypes et il va brouter les coraux et du coup il va manger un petit peu le squelette aussi. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des gros vers qu'on appelle les vers de feu. D'ailleurs, il ne faut pas s'en approcher parce qu'ils piquent très fort. Et en fait, ces vers-là, ils sont capables de manger aussi les polypes des coraux, en particulier les coraux branchus. Et encore un autre exemple, il y a des escargots marins qui, eux, vont aussi manger les polypes. En fait, ils vont se mettre sur les colonies coralliennes et ils vont manger les polypes. Voilà, c'est des exemples, par exemple, d'animaux qui peuvent abîmer les coraux. Vous avez d'autres questions? Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a certains animaux qui peuvent, prendre soin des coraux? Est-ce qu'à l'inverse, il y a des qui sont voilà, bénéfiques? Alors, est-ce qu'il y a des animaux qui peuvent prendre soin des coraux? Alors, j'ai envie de dire oui. Alors, parce qu'il y a certains, par exemple, animaux qui vont manger les algues et les algues elles rentrent en compétition avec les coraux. Donc, en enlevant les algues, ils vont permettre aux coraux en fait de ne pas rentrer en compétition avec les algues et donc du coup, les coraux se porteront mieux. Alors, comme animaux, il y a soit des poissons qui sont herbivores et qui vont manger les algues, soit les oursins diadèmes aussi. C'est des oursins qui ont des grandes épines, des grands oursins noirs qui ont des grandes épines. Et eux, ils mangent les algues. Et il y a encore autre chose, c'est que tout à l'heure, je vous parlais des maladies qui sont induites par les bactéries. Ben, il faut savoir qu'en fait, le corail, il est en symbiose donc, avec les zooxanthelles, là, les petites algues avec lesquelles ils font la symbiose. Mais ils vivent aussi avec des bactéries qui sont, elles, bénéfiques et qui peuvent, par exemple, sécréter des substances qui vont tuer les bactéries qui, elles, sont méchantes, quoi, qui sont des pathogènes. Je ne sais pas si j'étais clair, si je réponds complètement à la question. Oui, c'est bon. Est-ce que les coraux meurent? Est-ce que les coraux meurent? Ah, ben ça, c'est aussi une bonne question. Donc oui, en effet, les coraux, ils peuvent mourir. Donc, soit quand ils attrapent une maladie, eh ben, la colonie ne peut pas résister et elle meurt. C'est valable aussi si on a un cyclone trop important qui va décrocher la colonie et qu'elle ne va pas pouvoir se refixer, donc elle va mourir. C'est valable aussi s'il y a trop d'algues ou s'il y a trop de sédimentation, comme je parlais tout à l'heure, si l'eau devient toute trouble parce qu'il y a enfin, s'il y a eu une déforestation sur la côte et que la terre va dans l'eau et que cette terre retombe sur les coraux, ils peuvent mourir. Par contre, cette question elle est intéressante parce que les colonies coralliennes, elles sont composées de plein de petits polypes. Et en théorie, si les coraux n'ont pas de menace, en fait, s'ils ne sont pas dégradés, eh ben, ces colonies coralliennes, elles devraient pouvoir vivre des milliers et des milliers d'années, en fait, sans jamais mourir. Et c'est le cas, il y a certaines colonies coralliennes dans le monde que l'on connaît qui ont plusieurs milliers d'années et qui ne meurent jamais, enfin, qui ne sont pas mortes en tout cas pour le moment. Autre question? Oui. Est-ce que, comme vous avez dit, est-ce que quand, par exemple, une branche de corail se décroche, elle ne meurt pas tout de suite? En fait. Alors, oui, tout à l'heure, j'ai parlé de la reproduction qui peut être ou sexuée, où il relâche des œufs et puis des spermatozoïdes et ça va donner des petites larves qui vont aller se fixer. Et puis j'ai parlé de la reproduction voilà, asexuée comme ici. Et en fait, il y a certains coraux, en effet, qui, quand une branche va tomber sur le sol, va pouvoir se fixer au sol et va repartir. Malheureusement, des fois, si, il y a un gros cyclone avec beaucoup de vagues, les branches qui vont être cassées, des fois, n'auront pas le temps en fait, de se refixer au sol et elles vont finir par mourir. Donc ça marche pas à tous les coups, mais certains peuvent s'en sortir. Et là, comme vous voyez sur la petite image en bas, ben, on voit que le corail a réussi à se fixer et il y a des nouvelles branches qui se forment euh, pour redonner une colonie corallienne. J'ai
bien répondu à la question. Oui, vas-y. Le corail, il mange quoi? Le corail, il mange quoi? Alors, le corail, ben, tout à l'heure, je parlais de... Ah ben, la symbiose, non, c'était avant. Voilà. Alors, le corail, ben, alors, en fait, lui, il est, comme vous avez vu là, il a ces petites cellules qui piquent. En fait, c'est comme des harpons. Et en fait, il se nourrit de zooplancton. Qu'est-ce que c'est le zooplancton? C'est vrai que je n'ai pas défini. Le zooplancton, en fait, c'est tous les micro-organismes qui vivent dans l'eau de mer et qui sont tout petits. Et ce sont des micro-animaux, en fait. Ce sont des tout petits animaux. Et le corail, quand il y a ces petits animaux-là qui passent près de lui, ben, en fait, il est capable de faire sortir son harpon, d'accrocher le petit animal et puis de le ramener à l'intérieur du polype, où là, ben, il a son petit estomac et il peut digérer la proie qu'il aura attrapée. Et soit il mange les animaux comme ça, il les fait rentrer dans son petit estomac et il le digère comme nous, soit il fait la symbiose avec la zooxanthelle. Et en fait, la zooxanthelle, elle fait ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous avez peut-être vu en cours, ou votre professeur vous l'expliquera. Je laisserai soin de vous l'expliquer. Et en fait, la photosynthèse va permettre de créer en fait de la nourriture pour le corail. Il peut soit se nourrir des petits animaux qu'il y a dans l'eau, soit de la symbiose avec l'algue qui fait la photosynthèse grâce à la lumière au soleil. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très clair. D'autres questions? Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Vous disiez corail, de faire ce métier. Ah, vous pouvez répéter? J'ai mis les deux écouteurs. Ça a donné envie de vous intéresser à... Ah, au coraux? Alors, ben, je sais pas si je vais pas vous raconter toute ma vie, mais moi j'ai grandi à la campagne, toujours dans la nature, et du coup j'ai toujours été intéressé par les milieux naturels. Et puis, à force de regarder des documentaires à la télé où je voyais des messieurs et des dames plonger pour leur métier, je me suis dit, ah ben moi j'aimerais bien, comme métier, aller plonger dans la mer pour aller regarder les animaux. Parce que ça m'a toujours intéressé de faire un peu l'aventurier. Et du coup, ben, j'ai commencé, en fait, j'ai fait mes études comme vous, j'étais au collège, puis après, j'ai été au lycée, puis j'ai eu mon bac. Et ensuite, il fallait se poser la question, qu'est-ce que je fais comme étude? Je suis allé à l'université parce que j'ai vu qu'on pouvait étudier les milieux naturels de l'université. Et puis petit à petit, au fil de mes études, ben, j'ai bifurqué pour travailler sur ces coraux, pour avoir la chance, en fait, dans mon métier, de plonger, pour étudier les petites bébêtes qui vivent dans l'eau. Voilà. Je ne sais pas si la réponse est correcte ou pas, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Oui, une autre question? Est-ce que vous savez que c'est la principale cause de la mort et quelles sont les principales causes de la mort du coraux? Vous avez entendu? Pas tout à fait. La principale cause? Quelles sont les principales causes de la mort des coraux? Alors, les principales causes, bah alors je dirais que évidemment il y a le, vous en avez sans doute entendu parler, j'en ai parlé tout à l'heure, le changement climatique. Parce que le changement climatique, en fait, il induit pas mal de changements au niveau du monde entier. Et par exemple, l'augmentation de la température de l'eau de mer sur des grandes périodes, c'est très néfaste pour les coraux. Et il y en a beaucoup qui vont mourir d'un coup. Et l'acidification de l'eau de mer, c'est un autre problème, mais qui est moindre, on va dire, actuellement. Et ensuite, en Guadeloupe spécifiquement, je dirais que l'un des plus gros dommages qui est causé, ce qui est dommage en fait, c'est qu'on pourrait certainement stopper ou réduire en fait cette menace-là, c'est la pollution de l'eau. C'est-à-dire que quand toute l'eau qu'on utilise nous à la maison, normalement, que ce soit pour faire la vaisselle ou pour prendre sa douche ou pour faire sa lessive ou pour quand on va aux toilettes, eh ben, toute cette eau, normalement, elle est traitée par des stations d'épuration et après, elle est rejetée dans l'eau de mer, mais propre.
Et en fait, aujourd'hui, en Guadeloupe, les stations d'épuration ne marchent pas très bien. Et du coup, quand l'eau part de nos maisons, elle passe dans les stations d'épuration, mais vu qu'elle n'est pas bien traitée, ben, ça va induire une pollution de l'eau de mer. Et ça induit qu'il y a plus de maladies sur les coraux et du coup, plus d'algues aussi. Et ça, c'est surtout ça qui va induire la mort des coraux, je pense, en Guadeloupe aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui se passerait si tous les coraux mouraient? Alors, si tous les coraux mouraient, bah, du coup, on peut imaginer déjà qu'on aurait beaucoup moins de poissons dans l'eau, parce que ça sert de refuge aux poissons. Et bon, bah, déjà, on peut penser aux pêcheurs qui vivent de ça, ce serait compliqué pour eux, même si maintenant ils vont pêcher au large. Mais nous, on aurait plus de difficultés à se nourrir. Aujourd'hui, la plupart des poissons sont importés. Si les récifs coralliens se portaient bien, on pourrait imaginer qu'on pourrait pêcher plus de poissons localement et ce serait mieux pour nous. Ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure, en fait, les récifs coralliens, c'est des structures qui sont construites par ces êtres vivants. Et ces structures, elles sont super importantes parce que si les récifs coralliens sont détruits, on aura plus de coraux, mais donc plus de barrières récifales. Et quand on va avoir des gros cyclones avec des vagues qui vont être très très grandes, ben, on peut imaginer que s'il n'y a plus de barrières récifales, l'énergie des vagues ne va pas être diminuée et les vagues vont arriver sur les côtes de manière plus forte. Et donc l'érosion des côtes de notre île en fait sera plus forte aussi. Et ça, c'est plutôt difficile. De même, aujourd'hui, la Guadeloupe, elle vit aussi grâce au tourisme. Et si les récifs coralliens, il n'y a plus de coraux, ben, on peut imaginer que les gens ne viendront plus visiter la Guadeloupe. Et du coup, il y a pas mal de métiers qui pourraient disparaître en Guadeloupe. Voilà. C'est un peu défaitiste comme façon de voir les choses, mais il y aurait pas mal de conséquences qui seraient néfastes si les coraux disparaissaient aujourd'hui. Et concernant le port, Oui, comme vous travaillez avec le port maritime, oui. quelles sont les principales causes en fait? Qu'est-ce que le port met en place? En fait, quels sont les aspects négatifs pour les coraux et qu'est-ce qu'il met en place, sous votre conseil, je suppose, pour éviter justement cet impact? Je pense... Du port maritime. Alors, je pense avoir à peu près compris la question. Donc, du coup, le grand port maritime, en fait, dans les textes maintenant, il est gestionnaire des espaces naturels de sa circonscription, de son territoire, en fait. Donc, il a pour obligation de connaître et de préserver les milieux naturels de sa circonscription. Ah, on a perdu du monde. Et bon, il a pour mission de préserver ces milieux naturels-là. Nous, l'un des enjeux, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, même si on fait des actions concrètes, ça va être déjà de créer des partenariats avec d'autres acteurs de l'environnement en Guadeloupe. Donc, je pense au parc national, par exemple, ou au conservatoire du littoral, ou pourquoi pas l'ONF, même l'Office de l'eau, parce que l'Office de l'eau, c'est eux qui s'occupent de mettre les stations d'épuration aux normes. On travaille aussi avec ce qu'on appelle la DEAL, la direction de l'environnement. Donc le but, c'est de se mettre tous à la table, à la même table, et de réfléchir ensemble aux actions à mener pour qu'elles soient bien réfléchies et cohérentes. Et nous, sur les récifs coralliens, on essaie de développer des solutions qui sont un peu innovantes en récupérant, par exemple, lorsque les coraux vont pondre, on essaie de récupérer les œufs, les spermatozoïdes pour essayer de réimplanter des jeunes larves de coraux sur des récifs qui ont été dégradés. On essaye aussi, parce qu'on travaille sur des espèces qui sont très menacées et très rares, de prélever des boutures, de les faire grandir dans une ferme à coraux pour ensuite les remettre sur les récifs pour avoir des populations qui soient plus fortes et plus importantes, qui pourront se reproduire sexuellement après coup. Là, sur l'une des photos que vous voyez, par exemple, on a des boutures de coraux qu'on fait croître sur des arbres à coraux, on appelle ça des arbres à coraux, et après on va les réimplanter dans le milieu naturel pour renforcer les populations sur ces sites-là, pour pas que les espèces disparaissent. D'accord, mais concrètement, quelle est l'action directe, même si après il y a plein de points, mais
au niveau d'un port, quelle est l'action? C'est le passage des bateaux? Qu'est-ce qui peut impacter les coraux à cet endroit-là? Dans une zone urbaine comme le port, qu'est-ce qui peut impacter? Qu'est-ce qui peut détruire le corail et gêner sa formation? Qu'est-ce qui peut gêner la formation du corail? C'est ça la question? En fait, dans une zone, par exemple, une zone où il y a un port, il y a des bateaux, Oui. voilà, et ça a un impact direct de l'homme sur les coraux dans cette zone, parce qu'ils en prennent soin, oui, mais qu'est-ce qu'ils doivent gérer comme impact? Alors, oui, alors évidemment, je comprends votre question. Premièrement, le port, du coup, c'est une structure qui est sur le littoral. Donc, du coup, quand il fait des aménagements, il peut y avoir un impact sur certains récifs coralliens. Dans la baie de Pointe-à-Pitre, on n'a pas trop de récifs coralliens naturellement, parce qu'il y a la rivière Salée avec beaucoup de sédimentation et ainsi de suite. Ensuite, le passage des bateaux en soi, normalement, il n'y a pas trop d'incidences. Il y aurait des incidences sur d'autres animaux, mais sur les coraux, il n'y aurait pas trop d'incidences. Hormis peut-être les bateaux des plaisanciers lorsqu'ils vont larguer une ancre sur un récif corallien ou passer dans des endroits où il y a peu d'eau et du coup, ça va casser les coraux. Mais les gros bateaux, ils sont pour obligation de passer dans des chenaux où normalement ils n'induisent pas trop de dommages sur les coraux. Et où est-ce Voilà. qu'ils rejettent, par exemple, leur cul ou leur reste? Il y a des rejets d'essence, des rejets d'eau usée du bateau, il y a des rejets qui se font ou pas? Alors, ouais, normalement, il y a une récupération des eaux usées. Tous les ports ne sont pas en mesure de récupérer les eaux usées, mais en tout cas, ils ont pour obligation, en effet, de ne pas relarguer les eaux usées, ni faire leur nettoyage en pleine mer, sous peine d'amende. Le port ici n'a pas vocation à faire police pour contrôler ça, mais néanmoins, normalement, si on voyait de telles actions de relargage d'eau usée ici, par exemple, c'est interdit, il y aurait des autorités qui sont compétentes pour contrer ça et induire une punition judiciaire et ainsi de suite. Il y a de la police de l'eau et on travaille notamment avec eux. Si on observe par exemple des pollutions, même sur la zone de Jarry ou des choses comme ça, on travaille avec la police de l'environnement, la police de l'eau pour éviter ce genre de choses. Bon, mais très bien. Ça arrive à son terme, donc on va vous libérer. Donc, on va vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, juste avant de partir, Oui. est-ce qu'on peut voir la tête de tout le monde pour faire une petite photo Ce serait chouette. Oui, Olivier. Est-ce qu'on peut vous voir par la caméra? Attendez. On va essayer avec l'autre de la résultat. Donc, ça, tu vois. Alors, prenez ta petite Bon, ça a compris. Oh, oui, il y a Ok, tout le monde. super. Alors, Ouais. juste avant de terminer complètement, on vous a mis un petit questionnaire dans le chat. Il y a un questionnaire pour l'intervenant et un questionnaire pour le public. Donc, si vous pouvez répondre, c'est vraiment 5 questions très rapides et puis ça nous aidera pour améliorer les prochaines éditions. Ok, très bien. Je vais faire ça alors. Voilà. Merci en tout cas de votre participation et Merci. À Merci. bientôt. Au revoir. C'est un plaisir. On n'a pas les Au revoir. Oui, vous pouvez y aller. Bon, bah, tant mieux. D'accord. Alors.
Donc, satisfaction intervenant. Intervenant, ça veut dire que c'est intervenant qui est rempli. Ah, je ne vous entends pas. Vous parlez, mais je ne vous entends pas. Je crois que coupez votre micro. C'est le lien où c'est écrit satisfaction publique. Vous êtes public et puis. Alors, bien aussi, c'est que pour c'est ça avant, avec le premier groupe, nous avons soumis sur le jardin créole. Mais, Oui, ça ne marchait pas et on a essayé de faire un ajustement. Donc là, j'espère que ça marche. Si ça ne marche pas, il faut que je revoie avec l'informaticien. C'est scolaire, parce que c'est ça. J'entends très mal. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, est-ce que quand vous cliquez le lien, vous voyez le questionnaire? Alors, j'ai fait un questionnaire, ça me demande le type de structure. Oui, donc c'est collège. Vous êtes collège de Versailles, c'est ça? Oui. Voilà, collège de Versailles. De toute façon, je vous laisse remplir tranquillement et puis quand vous faites, vous validez, nous, on va recevoir automatiquement. Voilà. Ben, merci en tout cas. Merci. Au revoir. Bye bye.